Donc, bonsoir à tous et toutes, élèves et parents. Je me présente tout d'abord. Je suis Roland Montoel, premier vice-président de l'Association des parents d'élèves du lycée Levasseur. Et j'interviens au niveau de la justice concernant les métiers. Donc, parmi nos intervenants, nous aurons bien entendu avec nous, à mes côtés, à ma gauche, Monsieur Bruno Carl, qui est président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et en même temps président du conseil départemental de l'accès au droit. Ensuite, Madame Nathalie Torciello-Savini, qui est greffière à la Cour d'appel de Saint-Denis. Madame Marie-Émilie Baïf, qui est greffière stagiaire. Madame Naïma Abdallah, qui est assistante de justice, étudiante en Master 2, sciences politiques. Et Monsieur Mathias Rosier, qui est étudiant en première année de droit et vacataire à l'année à la Cour d'appel. Alors maintenant, merci de votre attention et bien entendu, les questions, vous pouvez toujours les poser dans le petit paragraphe où nous avons des messages que nous allons retransmettre à nos intervenants. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président, pour démarrer. Merci, Monsieur Montoel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Montoel m'a demandé d'intervenir sur les métiers de la justice. Alors, juste, bien évidemment, j'ai des collègues greffiers avec moi, juristes assistants de justice, étudiants. Et donc, je les laisserai parler des métiers de greffe, bien évidemment. Mais quelques mots tout d'abord sur les grandes orientations dans la justice. Si vous souhaitez travailler dans le domaine de la justice. Alors, vous avez bien évidemment le métier de magistrat, les métiers de magistrat, qui peuvent être du siège, du parquet, faire du civil, du pénal, juge des enfants, juge d'instruction, etc. Donc, les métiers de magistrat. Et il y a différentes voies pour accéder à ces métiers de magistrat qui sont le concours national donc de l'École nationale de la magistrature, premier concours pour les étudiants, puis d'autres concours internes ou alors pour des juristes. Vous avez par la suite également, quand vous occupez des fonctions de juriste en entreprise et parfois même aussi d'élu pendant quelques années, vous pouvez passer des concours complémentaires ou des concours d'intégration également. Alors, quand je dis concours d'intégration, ce n'est pas vraiment un concours, mais il y a un nombre de places limité et il y a une procédure quand même assez sélective pour être intégré comme magistrat, devenir magistrat sans passer les concours officiels. Donc ça, on n'en parlera pas tellement parce que c'est tellement éloigné de vous. Vous êtes en seconde, je crois, donc c'est vraiment très éloigné. D'accord. Je vous parlerai surtout du premier concours de l'ENM. Donc ça, ce sont les métiers de magistrat. À côté, vous avez également des examens qui ne sont pas des concours pour devenir avocat. Donc un examen, la différence d'un concours, c'est que c'est moins sélectif. Il n'y a pas de numerus clausus en principe. Il commence à y en avoir un peu parfois pour les métiers d'avocat, mais globalement, il n'y a pas de numerus clausus. Une sélection souvent moindre à l'entrée. Ça ne veut pas dire que ce soit facile après, puisque quand c'est moindre à l'entrée, il y a nécessairement une sélection après qui se fait. Et puis, vous avez après des professions réglementées comme les huissiers de justice, les notaires, par exemple, les greffiers de tribunaux de commerce, où là, ce sont quasiment des concours, puisqu'il y a des numerus clausus en pratique, et les examens professionnels sont extrêmement relevés. Au niveau du niveau, c'est très élevé. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le métier de magistrat. Pour devenir magistrat, alors magistrat, vous êtes payé par l'État. Alors, on a tendance à dire les magistrats ne veulent pas dire qu'ils sont fonctionnaires. Ça ne fait pas bien, il paraît que ce n'est pas bien. Moi, je vous dirais que si, à partir du moment où je suis payé par l'État, quelque part, je suis un petit peu fonctionnaire. Alors, on dit que ce sont des hauts fonctionnaires. Pourquoi hauts fonctionnaires? Parce que, comme l'ENA, qui va bientôt plus exister, je crois, qui n'existe déjà plus d'ailleurs, c'est un concours qui permet d'accéder à ce qu'on appelle la haute fonction publique. Et donc, effectivement, nous sommes assimilés à des hauts fonctionnaires. En fait, simplement parce qu'on est payé un peu mieux que les autres fonctionnaires de catégorie A, par exemple. Pour devenir magistrat, quand on est lycéen, il y a plusieurs options possibles. On pense d'abord, c'est ce que j'ai fait, aux études de droit. Alors moi, je ne suis pas non plus représentatif de la majorité des magistrats, puisque j'ai simplement fait une maîtrise de droit, c'est-à-dire un master 1, il y a quelques années. C'est vrai que vous n'étiez pas né, et j'ai fait ça il y a quelques années. J'ai suivi des études de droit après un parcours plutôt scientifique,
je suis plutôt matheux. Il faut savoir que beaucoup de magistrats ont des formations quand même au lycée de scientifiques, des maths. Tout simplement parce que le droit, c'est quelque chose d'assez cartésien. Ce n'est pas toujours logique. Je ne sais pas si les maths sont nécessairement logiques, mais je n'en dirai rien parce qu'il peut y avoir des professeurs qui nous écoutent. Mais j'étais moi-même matheux, plutôt très matheux, mais le droit, il y a une certaine logique et je me rends compte que beaucoup de mes collègues ont fait des parcours scientifiques, donc bac scientifique. Moi, j'avais fait un bac C à l'époque, maths, physique. Ensuite, j'ai pris l'option de faire du droit. J'ai fait donc des études de droit à Paris, licence, maîtrise, et finalement j'ai réussi le concours pendant la maîtrise. Donc, et le concours que j'ai réussi, c'était certes l'ENM, mais j'étais sur la liste complémentaire à l'époque, donc je n'ai pas eu. Et j'ai eu directeur d'établissement pénitentiaire, puis après j'ai passé le concours de magistrat peu après. Donc il y a plusieurs options, mais les études de droit. Donc les études de droit aujourd'hui, c'est un master 2. Concrètement, je crois que le Master 1 est suffisant en théorie, mais n'est pas suffisant en pratique, puisque personne ne réussit le concours avec un Master 1. Donc, il faut un Master 2. Master 2, et puis une prépa au concours. Alors, les prépas sont dispensés. Alors, vous pouvez très bien faire un Master 2 à La Réunion. Ça peut marcher. Si vous êtes un bon étudiant à La Réunion, vous pouvez passer un Master 2 et vous pouvez réussir le concours. Certains de mes collègues ont suivi leur cursus à La Réunion et ont réussi brillamment le concours. Après, il y a des facs qui préparent mieux, Paris, Assas, Sorbonne, Poitiers, Bordeaux. Le niveau est quand même plus relevé globalement, on va dire. Donc, il y a un peu plus de chances peut-être de l'avoir. Mais vous pouvez à la limite suivre la licence quasiment dans n'importe quelle faculté de droit. Par contre, sur la préparation au concours, il faut faire ce qu'on appelle un institut d'études judiciaires. C'est une préparation au concours. Il y a très peu d'instituts d'études judiciaires qui préparent réellement au concours d'entrée à magistrat, à l'ENM. Très peu. La plupart des instituts d'études judiciaires préparent à l'examen d'avocat. Ce n'est pas pareil. Ça n'a absolument rien à voir en termes de matière, de programme. C'est nettement plus restreint. La magistrature, ça comprend toutes les matières du droit, en fait, quasiment, même celles que vous n'avez jamais faites. Donc, il faut les bosser après seul. Donc là, un institut d'études judiciaires, il y en a très peu qui préparent. Alors, Saint-Denis commence à préparer un peu. Et d'ailleurs, avec mon ancien procureur, on préparait des étudiants de Saint-Denis à passer les épreuves de l'ENM et notamment l'oral de l'ENM. On a préparé des étudiants de Saint-Denis. Pour l'instant, il n'y a quand même pas trop de pourcentage de réussite parce que ce n'est pas suffisamment relevé le niveau et il n'y a pas suffisamment de concurrence entre eux sur le concours. Mais on peut le faire. Moi, je conseille quand même plutôt de partir après en métropole quand on veut vraiment préparer l'ENM, soit avec l'IEJ de Bordeaux, l'Institut judiciaire de Bordeaux, qui est excellent en préparation ENM. Ce sont surtout d'ailleurs des magistrats qui préparent, et puis il y a des professeurs, mais très bon niveau. Paris 2, Paris 1. Moi, j'avais fait Paris 1, donc très bon niveau pour le concours. Et puis après, il y a des facs comme Poitiers, Aix, qui préparent bien aussi, mais avec un niveau un petit peu en dessous, mais qui préparent bien aussi le concours. Donc, tous les IEJ ne préparent pas le concours. Mais l'IEJ, c'est après le master. Donc, vous avez un petit peu de temps encore. Il faut savoir également que vous avez un autre parcours possible pour passer l'ENM, pour réussir l'ENM, c'est celui de Sciences Po, des instituts d'études politiques. Alors, en fait, il y en a surtout deux qui préparent. Il y a Sciences Po Paris et il y a Sciences Po Bordeaux. Qui sont les deux meilleurs établissements d'IEP pour l'ENM, pour le concours, pour préparer le concours de l'ENM. Par contre, si vous dirigez vers des études de Sciences Po, en fait, ça va surtout vous préparer. Alors, en droit public, il y a des épreuves de droit public à l'ENM. D'une manière générale, ils complètent avec du droit civil, avec différentes matières du droit, mais pas toutes les matières. Mais bon, vous avez quand même déjà un bagage juridique qui est pas inintéressant. Et puis, vous êtes nettement meilleur que les juristes sur la culture générale et la note de synthèse. Et ce qui n'est pas négligeable non plus en termes de niveau de réussite, puisque les coefficients sont très élevés. Donc, faire Sciences Po, c'est très intéressant, notamment Paris ou Bordeaux. Et il faut, moi, c'est le conseil que je donne, le doubler d'études de droit en parallèle. Parce que Sciences Po seul ne suffit pas à avoir un cursus intégral sur les matières à connaître. Alors, beaucoup aujourd'hui de magistrats à l'ENM, on est à peu près à 1 sur 2 qui a fait Sciences Po plus droit. À peu près 1 sur 2. On a même été à quasiment 2 sur 3 à certaines périodes. Donc, Sciences Po plus droit. Ce n'est pas une obligation. Moi, je suis le contre-exemple, mais ce n'est pas une obligation. J'ai aussi vraiment des collègues purement juristes.
Ensuite, après, une fois que vous réussissez le concours, alors pour le réussir, il y a une autre, en dehors des IEJ, il y a d'autres phases de préparation qui sont les écoles privées de préparation, les instituts privés. Il y en a à Paris notamment, alors je n'ai plus le nom en tête, mais préparation ONM privée, hein, ouais, peut-être. Voilà, alors il y a des prépas privés à Paris qui coûtent assez cher et où ils vous garantissent la réussite à l'écrit de l'ENM parce qu'il y a quand même un niveau de préparation qui est élevé. Enfin, moi, quand j'étais en prépa, c'était une très bonne prépa à Paris. Quasiment tout le monde l'a eu. Hein. Mais on bossait de 6 heures le matin à minuit, 1 heure, hein, le matin suivant. Donc, c'était comme ça tous les jours. Et c'est de la vraie prépa. Après, et elle ne vient pas comme pour être ingénieur ou dans d'autres métiers, elle ne vient pas avant les études supérieures, mais elle vient après les études supérieures. Donc, c'est quand même assez éprouvant. Mais moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et je l'ai effectivement réussi. Il y a des prépas privés qui se coûtent assez cher. Il faut compter 8 à 10 000 euros, je crois, pour l'année, peut-être un peu plus même. 8 à 10 000 euros. Après, par contre, si vous réussissez, vous êtes auditeur de justice, donc pendant presque 3 ans. Alors, c'est 32 mois ou quelque chose, 34 mois, je ne sais plus. Hein. 33, 34 ouais, une trentaine de mois de formation, mais vous êtes auditeur de justice, donc élève magistrat, et là, vous êtes rémunéré déjà. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Après, quand vous êtes magistrat, après ces 30 et quelques mois de formation, vous sortez de l'ENM et vous êtes juge d'instruction, juge des enfants, juge des contentieux de la protection, substitut du procureur. Vous pouvez occuper toutes les fonctions quasiment, mais au 2e grade, c'est-à-dire à la base. Vous avez un niveau de rémunération, je vous dis tout de suite, parce que c'est public, de toute façon, c'est officiel et c'est public, autour de un peu moins de 3 000 euros par mois, net, donc en débutant. À l'école, vous êtes à 2 000, à peu près 2 000 et quelques, ça dépend si vous êtes en stage ou si vous êtes à l'école, mais autour de 2 000. Et si vous êtes magistrat, vous êtes 2007, 2008, plus les primes, bon, autour de 3 000 euros en débutant. En fin de carrière, ça dépend du grade. Vous pouvez, une fois que vous avez 7 ans d'ancienneté, vous pouvez devenir vice-président, instruction, enfant. Donc, faire la même chose, mais avec un grade au-dessus. Vice-président, vous pouvez être président, vous pouvez être procureur aussi dans des tribunaux de taille moyenne. Et puis, à la fin, certains accèdent à des grades de président, procureur hors hiérarchie. Donc, comme Saint-Denis, c'est hors hiérarchie. C'est une quarantaine de tribunaux en France. Et puis, vous êtes après, vous pouvez éventuellement être premier président, procureur général. Donc, c'est encore le grade au-dessus, c'est le plus haut grade. En fin de carrière, un haut magistrat. Alors, un magistrat en fin de carrière qui n'a pas fait carrière, comme on dit, qui est resté vraiment à la base, il fait 6 500 euros net, à peu près. Ce qui est quand même un niveau de rémunération correct, surtout pour la fonction publique. Et s'il fait un peu carrière et qu'il finit à certains grades plus élevés, il peut être à 7, 8, 9 000, selon, net. Et quand vous êtes en outre-mer, vous avez en plus des primes spéciales outre-mer. Donc là, vous dépassez nettement les 10 000 euros en net. Donc 10, 12, 14, ça peut être 15. Ça commence à devenir plus élevé. Donc voilà, donc un niveau de rémunération quand même correct. Donc parfois, ça peut être intéressant d'investir dans une formation prépa privée quand on sent qu'on a besoin, parce qu'après, vous récupérez quand même. Vous avez la possibilité de récupérer. Donc voilà un petit peu pour magistrat. Et pour accéder au grade supérieur, il faut être inscrit sur un tableau d'avancement et il faut faire son travail, en gros, à peu près correctement, normalement, à peu près. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire et de génial, mais vous accédez quasiment automatiquement, en fait. Il y a quelques exceptions qui n'accèdent pas facilement, mais la plupart accèdent au premier grade. Pour la hors hiérarchie, c'est quand même beaucoup plus limité. Tout le monde ne peut pas y accéder. Il faut un petit peu s'engager professionnellement. Voilà. Sur le métier de magistrat, toujours, la charge de travail est quand même globalement élevée. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'elle diminue quand même globalement au fil du temps, parce que d'abord, les magistrats sont plus nombreux, parce qu'il y a des pans entiers de contentieux qui sont retirés aux magistrats progressivement. On n'a plus les divorces sur requête conjointe, on n'a plus beaucoup de procédures de composition pénale, tout ça, il y a beaucoup d'alternatives. On a quand même globalement le contentieux qui a tendance un tout petit peu à se réduire. On a de plus en plus d'assistants du juge dans l'équipe autour du juge. Alors, ça va être des greffiers, bien évidemment, certains greffiers rédacteurs, comme on dit, il y en a très peu, hélas, mais ça existe. On a des juristes assistants, on a des assistants de justice, on a des chargés de mission. Donc, on a de plus en plus une équipe autour du juge qui prépare et qui aide à la rédaction. Moi, à titre personnel, j'ai une juriste assistante, qui est une ancienne avocate,
que j'ai recrutés et qui me pré-rédigent toutes mes décisions de référé. Alors, pas toutes, j'en garde quelques-unes quand il y a des décisions un peu soit très urgentes, soit complexes, soit parce qu'il y a une sensibilité politique dans la décision, je les garde et je les rédige. Mais sinon, sur les décisions courantes, elle est là, c'est prévu en fonction de la taille de juridiction. On est sur un groupe 2, donc une juridiction hors hiérarchie. Il est prévu que j'ai effectivement un juriste assistant. Ma collègue de Saint-Pierre n'a pas cette chance puisqu'elle est sur un groupe 3. Donc, elle se les rédige complètement. Ces décisions, elle en a autant que moi et elle les rédige complètement. Quand j'étais sur mon précédent poste, j'étais président du tribunal de Pau et là, je les rédigeais entièrement et j'en avais beaucoup. Là, par contre, j'ai d'autres responsabilités. À côté, je préside le conseil départemental d'accès au droit, ce qui prend beaucoup de temps. Je préside le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, ce qui prend aussi du temps. Et puis après, j'ai quelques responsabilités à la fac sur des conseils d'administration, des choses comme ça, liées à la fonction de président en fait, du tribunal. Donc, c'est pour ça que j'ai un juriste assistant avec moi. Donc, on a une équipe de plus en plus autour du juge. C'est ce qui se développe nettement et c'est, je pense, une très bonne chose. Alors après, donc, un avocat, la différence avec un avocat, c'est que l'avocat, donc il n'y a pas de concours à l'entrée. Alors, certains avocats ont tendance à dire « j'ai passé le concours d'avocat, alors moi, je les reprends systématiquement. » Non, maître, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous ne passeriez un concours, ce n'est pas pareil. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais ce n'est pas la même chose. Par contre, une fois que vous êtes avocat, la difficulté, c'est de gagner sa vie. Parce que c'est une profession libérale, on est payé par les clients, payé par l'aide juridictionnelle, et après, il faut gagner sa vie et il faut se faire une clientèle. C'est très dur, c'est très concurrentiel et effectivement, la difficulté, elle est derrière. Si on est bon, si on est très bon, il y a des gens très bons, des gens bons, des gens après un peu moins bons, mais la difficulté, elle est surtout derrière. Quand on est magistrat, une fois qu'on a réussi, on sait qu'on a quand même globalement, en termes de situation professionnelle, un boulevard. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Pour les huissiers et les notaires, c'est différent parce que ce sont des concours quasiment. Il y a un nombre, il y a un numerus clausus, greffier de tribunaux de commerce. En général, les niveaux de rémunération sont très élevés. Par contre, et plus élevés que chez les magistrats en général d'ailleurs. Par contre, il y a aussi, il faut travailler bien sûr, mais le niveau du concours, ce sont des concours spécifiques avec des compétences particulières en procédure pour être huissier. Souvent, il faut faire un bac plus 5 procédure, avec procédure civile notamment, voie d'exécution. Et puis après, il y a 2 ans de formation et puis il y a un concours, formation, stage, etc. Donc, il y a un niveau qui est effectivement relativement relevé, élevé. Donc, voilà là-dessus. Au niveau des greffes, après, je répondrai aux questions. Il y a des concours pour les greffes. On dit toujours greffier. Des greffiers sont directeurs de service de greffe. Moi, j'appelle toujours greffier en chef. Ça fait très, très mal à mon directeur de greffe. D'ailleurs, il a beaucoup de mal à le vivre et je le comprends. Mais pour moi, c'est greffier en chef. C'est d'abord un greffier qui a des formations, des fonctions d'encadrement et de gestion, etc., aux côtés des chefs de juridiction. Donc, aujourd'hui, on appelle ça un directeur de greffe, donc cadre A. Après, il y a des greffiers avec différents grades. Et puis après, il y a des agents ou adjoints administratifs et techniques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, même parfois chez les directeurs de greffe, mais souvent les greffiers et les adjoints administratifs ont souvent certaines fonctions communes, identiques. Certains adjoints administratifs sont habilités et font le travail de greffier. Ils tiennent les audiences comme des greffiers, certains. Heureusement, d'ailleurs, certains arrivent à réussir le concours de greffier en interne, heureusement, parce que c'est mieux payé, mais ils font quasiment un travail de greffier. D'autres ne font pas le travail de greffier, ils font le travail d'agent. Mais voilà. Et les greffiers, vous en parlerez, mais les greffiers ont aujourd'hui, globalement, les jeunes, le même niveau d'études que les juges. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que moi, tous les jeunes greffiers que j'ai, je pense que vous avez dû faire un master aussi, oui, peut-être un master 2. Voilà. Aussi, et donc, aujourd'hui, les greffiers ont le même niveau d'études que les juges. Après, c'est la réussite au concours. Si on le passe, certains ne souhaitent pas le passer. Il y a des gens qui ne souhaitent pas le passer, le concours de juge, et qui veulent être greffiers. J'ai eu en stage récemment une jeune femme, une jeune étudiante, mon papa d'ailleurs est professeur agrégé de droit. Eh bien, elle n'envisage pas d'être magistrat.
elle envisage d'être greffier. Et voilà. Et puis d'autres ont tel ou tel concours et on prend après en fonction de ce qu'on a. Et voilà. Mais le niveau au départ est le même, même si en théorie, il faut quoi, bac plus 2 ou 3? Bac plus 2 en théorie. Mais avec bac plus 2, ça n'existe pas. Tout le monde a bac plus 5. Voilà. Donc, j'ai largement parlé. Je me tais à jamais, sauf s'il y a des questions derrière, évidemment, où je répondrai. Alors, je vous laisse peut-être le micro. Est-ce que je vous laisse ma place ou est-ce que… Non, c'est bon. On déplace le micro. Voilà, de manière générale, je vais essayer de parler assez fort. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme vous l'indiquez le président, donc je suis Nathalie Torciello, je suis greffière depuis une petite vingtaine d'années. À l'origine, il y a 30 ans, j'ai passé un bac. À l'époque, il s'appelait B, donc le bac économique. Et puis, je me suis orientée vers les études de faculté de droit avec une licence, une maîtrise en droit et ce qui est l'équivalent du Master 1 maintenant. J'avais fait un DEA de droit privé. Alors, à l'origine de mes études de droit, moi, je suis quelqu'un qui lit énormément des polars. Je suis une passionnée de tout ce qui est l'enquête pénale, le procès. Et dans mon idée, quand j'avais 18 ans, la faculté de droit, ça me permettait de découvrir ce monde-là, de découvrir le droit pénal. Alors après, j'ai découvert qu'on faisait plein d'autres matières. J'ai découvert beaucoup d'autres notions de droit dont pourra nous parler notre collègue qui est en ce moment en faculté. Mais ça m'a permis, j'ai appris à la faculté à travailler sur des dossiers, à étudier des dossiers, à regarder un petit peu les demandes des personnes, les comparer avec la législation qui était applicable. Et quand il a fallu effectivement passer un concours, je trouvais que le rôle de greffier, qui est le plus proche assistant du magistrat, me correspondait tout à fait, parce que moi, ce que j'aimais, c'était préparer les dossiers, les composer, chercher un petit peu quelles étaient les règles de droit applicables. Et puis, je pense que je suis quelqu'un qui a un profond intérêt pour, de manière générale, la justice, le droit des personnes et le service public aussi. C'était important pour moi d'être là à disposition du justiciable. On a beau tout le temps dire « nul n'est censé ignorer la loi », nous qui sommes tous les jours en juridiction, on est confronté en permanence à des personnes qui ne connaissent rien de ce qui se passe et même qui ne connaissent pas mon métier. Alors aujourd'hui, mon but, c'est essentiellement d'essayer de recruter des futurs greffiers parmi les lycéens qui nous regardent, parce que l'image du greffier, c'est un peu trop souvent l'image de celui qui est à côté du magistrat, derrière le clavier en train de taper. Alors c'est vrai qu'on prend des notes, on écrit tout ce qui se dit quand on est dans une audition, que le magistrat prend une audition. Mais le greffier, ce n'est pas que le témoin passif qui va transcrire tout ce qui se dit le jour d'une audition, le jour d'une audience. Le greffier est souvent présenté comme le garant du respect de la procédure parce que c'est à lui qui incombe, d'une part, de constituer les dossiers, de les enregistrer, de vérifier que toutes les règles de procédure applicables ont été respectées et puis aussi de s'assurer que le droit de toutes les parties est aussi respecté. Ce qui est important à savoir dans nos missions de greffier, c'est qu'au-delà de l'assistance du magistrat, au-delà de l'accueil qu'on peut avoir à réserver aux justiciables et on va dire de notre intervention auprès de tous les partenaires pour préparer un procès, le rôle du greffier, c'est toujours de s'assurer du respect d'abord de la procédure tout au long du procès, mais surtout de s'assurer qu'une décision de justice qui va être notifiée à des parties pourra être exécutée, de s'assurer que les services chargés de l'exécution des décisions sont bien chargés, parce que le but aussi de notre travail, c'est que les décisions qui vont être prises par les magistrats, qui eux vont travailler le fond du dossier, puissent être exécutées. Parce que l'objectif de la justice, c'est d'arriver à être exécutée et que les personnes respectent les décisions qui seront prises. Alors, c'est vrai que dans nos missions, alors au-delà de la dactylo que les personnes imaginent, effectivement, on rencontre maintenant 80% des greffiers qui passent le concours de l'école des greffes ont un bac plus 5. Voilà. Ce sont des personnes qui ont la même base juridique, mais qui vont après, au bout du concours de l'école des greffes, intégrer un cursus de 18 mois qui va plus particulièrement les former à la procédure, les former à un positionnement professionnel, les former à leur fonction, puisqu'on est des fonctionnaires, on est aussi l'image du service public de la justice.
Et ce qui est important à savoir, alors c'est vrai que les concours ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a des épreuves juridiques. C'est pour ça, de toute façon, que moi, je ne peux que conseiller de pousser un maximum ces études parce que les épreuves juridiques sont quand même des épreuves assez importantes. Et la deuxième partie des épreuves, alors ne serait-ce qu'au niveau de l'écrit, c'est toujours la même épreuve de note de synthèse qui est aussi une épreuve phare du concours de la magistrature. Et une note de synthèse sur une problématique judiciaire nécessite toujours un petit peu de réflexion, un petit peu de recul sur les matières juridiques. Et c'est ce qu'ils vont apprendre nos étudiants à la faculté parce que pendant les 3, 4, 5 années, on va leur apprendre à réfléchir. On va leur apprendre à prendre position, à faire une argumentation. Et le but de ces années, alors c'est vrai qu'on peut passer le concours de greffier avec un bac+2, mais le but des années de fac, c'est d'arriver à prendre du recul sur les matières, à prendre du recul sur le droit et arriver à construire une argumentation. Alors l'argumentation, c'est vrai que dans mon métier au quotidien, c'est le magistrat qui va la proposer, mais dans mon rôle de garant du respect de la procédure, moi, je vais vérifier les règles de procédure et je serai peut-être amenée aussi à argumenter sur ma position de greffier, sur ce que je peux être amenée à dire sur un dossier. Alors effectivement, après tout ce travail que font les étudiants à la faculté, c'est vrai qu'on a la possibilité du concours de greffier, on a la possibilité du concours de directeur de greffe. Ce ne sont plus du tout les mêmes métiers. Le directeur de greffe, qu'on appelle effectivement des fois encore chef de service, greffier en chef, c'est vraiment quelqu'un qui va faire de l'encadrement. Et c'est vrai que la différence au niveau des deux concours, c'est que alors effectivement, quand on a enfin réussi à passer l'écrit, c'est qu'au niveau de l'oral, on va surtout chercher à savoir pour le directeur de greffe si dans les traits de sa personnalité, il a des capacités pour être un manager, il a des capacités pour encadrer une équipe, il a des capacités pour mener des projets. Et puis, il y a toute la partie, on va dire, de finances publiques, parce que ça va être quand même le gestionnaire du budget en collaboration avec les chefs de juridiction, le gestionnaire du budget de la justice octroyé pour son tribunal. Pour juste revenir sur le concours, effectivement, note de synthèse, épreuve après de questions juridiques, alors procédure civile, procédure pénale, procédure prud'homale, parce qu'il faut savoir que quand on est nommé greffier à l'issue des 18 mois de l'école, alors on est un peu affecté en fonction de notre rang de classement dans un lieu géographique, mais on est amené à intervenir dans tous les postes. À titre d'exemple, moi, en 20 ans de carrière, j'ai commencé à l'instruction, j'ai travaillé au parquet, j'ai travaillé dans un cabinet de juge d'application des peines, dans un cabinet de juge des enfants, j'ai travaillé au greffe correctionnel à l'audiencement, j'ai travaillé dans un conseil de prud'homme, donc alors plus spécialement pour tous les contentieux liés au contrat de travail. J'ai travaillé avec un juge des tutelles, j'ai travaillé dans des chambres civiles, pour tout ce qui est les contentieux, les problèmes de loyer, les problèmes d'expulsion, les problèmes de voisinage. Maintenant, je suis à la cour d'appel. Alors, effectivement, c'est une juridiction de deuxième degré puisqu'il y a eu dans les cas où il y a des recours. Je suis toujours aussi en chambre civile pour des contentieux. Je travaille sur du bornage, des problèmes de prêt, des problèmes de vente, de saisie-vente de maison. Il faut savoir que même si on rentre dans une fonction, le jour où on quitte l'école, on a l'avantage, et c'est vraiment un avantage que je veux que les lycéens comprennent de notre métier, c'est qu'on peut changer de poste. On est attaché simplement à une juridiction. Moi, je suis greffière à la cour d'appel. Je peux demain postuler sur un autre poste dans ma juridiction. Je peux postuler sur un autre poste dans une autre ville. Je peux demander à travailler à Saint-Pierre. Je peux demander à rentrer en métropole. Je peux travailler dans n'importe quel territoire d'outre-mer. Et c'est, je trouve, un des avantages énormes de la fonction publique, mais de nos fonctions, de pouvoir passer comme ça du civil au pénal. Moi, j'ai travaillé, avant que le greffe du tribunal de commerce soit privatisé, j'ai travaillé au registre du commerce, donc c'est du droit des sociétés, du droit des affaires. J'ai travaillé en conseil de prud'homme. Voilà, on a un métier à multiples facettes. On a une base de travail, c'est vrai qu'on doit savoir étudier des dossiers, les préparer, vérifier les règles de procédure applicables, mais on a l'extrême chance de pouvoir passer d'un poste à l'autre. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a cette proximité avec le justiciable. C'est vrai que le magistrat, il est un peu plus en retrait. Il est un peu plus isolé, il prend des décisions, des fois un petit peu tout seul, alors que nous, on est
la vitrine de la juridiction, on est la vitrine du service public. Et c'est un plaisir, moi je le dis, d'être dans des services d'accueil. On se rend compte à la fin de la journée qu'on a aidé des justiciables. C'est là notre travail de service public, d'accueillir des personnes, de les aider, les orienter vers les professionnels qui pourront les assister, les avocats, les huissiers, les orienter vers le centre départemental d'accès au droit qui peut les recevoir dans des réunions, leur expliquer des procédures, les orienter aussi. Et c'est une part, je trouve, non négligeable de nos métiers parce que quand quelqu'un téléphone dans un tribunal, qui il a au téléphone? Il a un personnel de greffe. Il a un adjoint, il a un greffier, il peut avoir un directeur de greffe, mais on est effectivement le premier interlocuteur de tous les justiciables. Et moi, je trouve ça très valorisant. Moi, je rentre des fois le soir chez moi, je me dis, aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un. Et c'est important parce que notre travail, on est une petite pièce dans la chaîne. On peut travailler avec des magistrats qui vont… on est vraiment dans une équipe. Il y a des magistrats avec lesquels on forme une véritable équipe. Là, je pense au cabinet du juge des enfants, au cabinet du juge d'instruction. Mais voilà, on est le premier maillon de la chaîne. Et c'est important que, surtout dans ces périodes où la justice elle est un petit peu critiquée, de redonner confiance aux justiciables. Et on est là, nous, pour leur dire on est là pour vous assister, on est là pour vous aider, on est là pour vous expliquer. On les reçoit. Moi, je suis toujours allée chercher les personnes à la porte quand il y avait un interrogatoire, les rassurer, les faire s'asseoir, leur expliquer comment ça va se dérouler, leur présenter le magistrat, les accueillir et à la fin les raccompagner, leur expliquer ce qui va se passer. Parfois, c'est la police qui raccompagne. Oui, non, mais voilà. On peut les raccompagner au moins à la porte du bureau, mais voilà, leur expliquer ce qui va se passer ensuite. Et puis enfin, ce que je voulais dire par rapport au concours, c'est vrai qu'on a plutôt tendance au lycée à vous dire, si vous vous lancez dans des études de fac, il faut aller loin. Moi, je vous dirais effectivement Bac+2 pour concours de greffier, Bac+3 directeur de greffe. C'est vrai que c'est possible. Maintenant, 80% des élèves du concours de 2020 avaient un Bac+5. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que, alors bon, moi, j'adore mon métier, ça fait 23 ans que je suis greffière, je n'ai pas changé, mais pour ces jeunes, on ne peut pas dire qu'ils vont toute leur vie faire le même métier. L'avenir, c'est être en capacité de changer de métier, de se réorienter, de se reformer parfois et avoir un bon bagage juridique, avoir des bons diplômes, c'est fondamental. Les nouvelles générations qui sont là aujourd'hui vont peut-être commencer greffier, en chef. Dans 20 ans, ils peuvent avoir envie de passer le concours de la magistrature. Et s'ils ont un Bac+2, ils ne peuvent déjà pas passer les épreuves. On peut par la suite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle essentiellement des concours réservés aux lycéens, ce qu'on appelle, nous, le concours externe. Mais on peut par la suite, quand on est dans la fonction publique de la justice, passer des concours en interne. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on a quand même des conditions de diplôme, on a quand même, quand on a fait des années de faculté, une habitude à préparer, à travailler, à réfléchir et à se poser des questions. Et c'est ce que moi, voilà, je vais en terminer par là, c'est ce que je veux faire passer comme message, c'est que se lancer dans des études de droit et avoir des idées, c'est bien. Vous pouvez aussi faire comme on fait les jeunes qui sont là aujourd'hui, vous présenter pour postuler à des postes d'assistant de justice, de juriste assistant, de vacataire comme Mathias Rosier qui est là aujourd'hui, pour découvrir notre métier, le métier de greffier, le métier de directeur de greffe. C'est vrai que le métier de magistrat est quand même beaucoup plus médiatisé. Hein. Je n'ai pas encore vu de film sur le greffier. Non, voilà, ça va venir un de ces jours. On a plein de films sur le JAP, le juge d'instruction. Voilà. Mais vous pouvez venir découvrir nos métiers. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on prend tout le monde en stage. C'est très difficile d'avoir des stages dans la justice, mais je pense que quelqu'un qui est motivé peut venir se présenter à nous, un bon CV, une bonne lettre de motivation. On prend toujours des stagiaires, surtout pendant, on va dire, les périodes de juillet-août, pendant les vacances scolaires, où on a des fois, nous, comme on est en vacation, un petit peu plus de temps à leur consacrer, venir découvrir ce que c'est que nos métiers et après, par la suite, se lancer dans un concours. Parce qu'une fois qu'on a passé le concours et qu'on l'a enfin réussi, on rentre dans un parcours, alors là, le parcours des 18 mois de l'École nationale des greffes. L'École nationale des greffes est à Dijon. C'est un concours, la fonction publique, qui a l'avantage que quand on rentre,
on est fonctionnaire, on est élève, mais on est rémunéré. On débute avec un salaire de 1 600 €, ce qui est quand même pas mal quand on est hébergé gratuitement à l'école. On est payé pour faire des études, on est payé pour faire des stages. L'École nationale des greffes, c'est une école d'application, ce qui veut dire qu'on alterne entre des périodes de scolarité où on va travailler la procédure, on va travailler un petit peu de droit, mais pas beaucoup parce qu'ils savent très bien que 80% des élèves sont des étudiants en droit. Et puis, on a beaucoup de périodes de stages de découverte, de stages d'approfondissement. Et là, je vais passer la parole à Madame Baïf, qui est en ce moment greffière stagiaire. Bonsoir à tous. Moi, je suis Émeline Baïf, actuellement greffier stagiaire à la Cour d'appel de Saint-Denis. Alors, pour reprendre un peu mon parcours, moi, j'ai fait un bac à l'époque L. Et effectivement, quand j'étais étudiante en droit, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants issus de ce bac. Mais ce que je trouve avantageux dans le parcours littéraire, c'est qu'on fait beaucoup de commentaires, de dissertations, et en étudiant en droit, c'est un exercice aussi qu'on pratique, c'est le commentaire juridique, le commentaire d'arrêt. Donc, c'était quand même assez avantageux là-dessus. Ensuite, j'ai été étudiante à la faculté de droit d'Aix-en-Provence jusqu'à un bac+4, aucune maîtrise. Et ensuite, j'ai été à l'IEJ d'Aix-en-Provence pour une préparation au concours ENM et ENJ. Donc, c'était une préparation où on faisait les deux, un peu de l'ENM en faisant des notes de synthèse et de l'ENG, on faisait du côté procédure. Alors ensuite, j'ai passé le concours en mars 2020, donc l'année dernière, et j'ai pu m'inscrire en ayant une préparation où je me suis entraînée à faire des notes de synthèse sur 4 heures parce que c'est un exercice de l'épreuve du concours. Et il y avait aussi des questions, comme disait Madame Torcello, c'était de l'organisation judiciaire et administrative. Donc, on pose des questions sur les compétences, le fonctionnement, l'organisation, la composition d'une juridiction. Ça va être, par exemple, le juge d'application des peines, le tribunal judiciaire. Bon, moi, quand j'ai passé le concours, c'était anciennement le TGI. Donc, vous voyez la compétence, l'organisation du TGI, du TI, etc. Et ensuite, il y a aussi des 2 questions procédurales. Donc, c'est des questions procédure civile, procédure prud'homale et procédure pénale. Moi, j'ai choisi procédure pénale. Et mes questions, c'était sur les mandats du juge d'instruction et la CRPC, donc la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ensuite, je me suis préparée dans les conditions d'examen, c'est-à-dire 4 heures, je faisais une note de synthèse et je faisais 3 heures en essayant de faire mes 4 questions. Ensuite, pour la scolarité, c'est une scolarité de 18 mois où on est rémunéré, c'est vrai. 1 600, c'est le salaire qu'on dit, mais on a des primes de stagiaires qui sont dégressifs au fur et à mesure des mois. Donc, pour ma part, c'est entre 1 700 et 2 000. Ça dépend du mois. Voilà. Alors, donc, j'ai oublié par contre de parler de l'épreuve orale parce qu'on y a l'épreuve de préadmission qui est la note de synthèse et les questions. Et ensuite, une fois qu'on a réussi cette épreuve-là, il y a l'épreuve d'admission qui est l'épreuve orale. Avec la crise sanitaire, moi, je ne l'ai pas passé l'oral. Donc, on peut dire que c'est une chance ou pas. Oui. Donc, l'épreuve orale, c'est en principe un entretien avec le jury où on se présente, on montre nos motivations, nos potentiels, et puis on fait aussi une mise en situation professionnelle. Après avoir réussi le concours, on va à l'école. En principe, on commence par la scolarité à l'ENG à Dijon, et ensuite on commence les stages. Sauf que, encore une fois, crise Covid a fait que tout a été bouleversé. J'ai commencé par les stages. J'ai fait 2 mois et demi de stage au TJ de Nîmes. Et ensuite, j'ai fait une scolarité à distance. Donc, l'école nous avait fourni des ordinateurs portables où on devait se connecter tous les matins à une heure précise pour émarger. On avait des cours
un peu à animer. Soit c'était en visioconférence, soit c'était des modules. Les cours, c'était à peu près sur les fondamentaux de la procédure civile, la procédure pénale. Ensuite, c'était des cours sur le greffier du tribunal pour enfants, le greffier d'instruction. On a des cours informatiques aussi parce qu'il faut savoir pouvoir maîtriser les logiciels métiers du greffier, les logiciels de traitement de texte. Ensuite, aussi savoir aussi maîtriser la note d'audience, c'est-à-dire en étant greffier à l'audience, on doit prendre des notes comme Madame Torcello le disait. Donc, il y a quand même des propos à retracer correctement sur la note d'audience. Ensuite, après ça, on a eu les épreuves de l'école en février de cette année. Les épreuves, on a l'avantage en fait d'avoir accès aux cours. Donc, ce n'est pas où on apprend tout et ensuite on est obligé de tout retenir pour ensuite le transposer. Là, on a accès à notre ordinateur. Donc, on peut avoir accès aux cours. Donc, ce qu'on avait fait avec la promotion, c'est qu'on a téléchargé les cours parce qu'on n'avait pas droit à Internet. Donc, on a téléchargé les cours, on a mis sur notre clé USB. Et ensuite, on a essayé de pouvoir synthétiser à peu près, en fait. On a surligné sur PDF. On a essayé de mettre des onglets, des signets, des marque-pages pour pouvoir aller plus facilement à l'information. Ensuite, l'évaluation à l'école, c'est des questions sur la procédure civile, des questions sur la procédure pénale, des questions sur le fonctionnaire et son statut. Donc là, on va nous faire plutôt des calculs de rémunération, calcul des congés, tout ça. Et ensuite, on a un module archivage aussi, parce que le greffier doit pouvoir archiver tous ces dossiers qu'on a justement. Et un module informatique, comme je vous disais, sur le traitement de texte, sur le logiciel métier, les onglets à utiliser, etc. Après l'évaluation, j'ai repris les stages, cette fois-ci au tribunal judiciaire de Saint-Denis, donc de février jusqu'à juin, où j'ai eu le choix de poste. Donc là, on est à la moitié de la formation. On a eu notre note de stage, parce que le stage est évalué, plus la note d'évaluation à l'école, donc la formation théorique, ce qui fait qu'on a un rang de classement. Pour ma promotion, on est 340, donc on a 340 postes. Les postes sont à peu près le greffier d'un tribunal judiciaire, le greffier d'une cour d'appel, le greffier à la cour de cassation, les greffiers placés, c'est-à-dire que lui, il va être à peu près dans tous les tribunaux judiciaires du ressort d'une cour d'appel. Donc, il sera appelé à aller, par exemple, au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour une mission de quelques mois. Puis, il pourra venir au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour une mission de quelques mois. Et pareil à la cour d'appel. C'est la même chose en métropole, sauf que ce sera quand même un peu plus grand en termes de déplacement. Ensuite, on a aussi comme poste proposé RGIA, c'est un responsable de gestion informatique en fait. Donc, c'est comme je vous disais, la nécessité d'avoir des modules informatiques parce qu'on peut être un greffier qui est appelé à gérer les difficultés qu'on peut avoir sur un logiciel métier. Et ensuite, il y a aussi les postes à l'administration centrale. Donc là, c'est des postes un peu plus ciblés où il y a une fiche de poste et avec toutes les missions qu'on va accomplir. Alors qu'un greffier qui va à un tribunal judiciaire, on ne sait pas d'avance le service où il va atterrir. Ça peut être, comme disait Madame Torcello, du civil, du pénal ou du prud'homal. Donc là, à l'administration centrale, le greffier va avoir des missions ciblées. Ça sera peut-être, il va gérer la mobilité des fonctionnaires, être formateur aussi, ou à l'école, à l'ENG. Et on peut être aussi ambassadeur numérique. Donc pareil, ça c'est tout le côté informatique. Alors, après avoir déterminé son rang de classement,
Donc, c'est en fonction, si par exemple, on est 10e sur les 340, eh ben, on doit mettre 10 postes. On doit choisir parmi ce que l'école nous propose, 10 choix de postes. Donc, ça peut être, on peut mettre à Saint-Denis, s'il y en a un à Saint-Denis, à Saint-Pierre, s'il y en a un à Saint-Pierre. Pardon. Dans ma promotion, on n'avait qu'un seul poste à La Réunion qui était greffier placé. Et je ne l'ai pas pris parce que je n'ai pas pu l'avoir. Et moi, j'ai pris la cour d'appel de Versailles. Mais il y avait beaucoup plus de postes sur Paris, sur Bobigny, à Marseille, un peu à Aix-en-Provence et à Bordeaux, Toulouse, il n'y en avait pas tellement. Donc, on ne peut pas non plus dire je vais finir au tribunal judiciaire, par exemple, de Colmar. Ce n'est pas certain. Ça dépend de son rang de classement et si quelqu'un d'autre ne l'a pas pris, bien évidemment. Ensuite, là, je poursuis mon stage d'approfondissement. Cette fois-ci, après le choix de poste, vient un stage d'approfondissement. Donc là, on va nous dire, après avoir pris contact avec, quand on aura su qu'on va être à une cour d'appel, à un tribunal judiciaire, eh ben, on va prendre contact avec le directeur de greffe qui va nous dire, voilà, les postes possibles à votre arrivée seront plus dans du pénal. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'on m'a dit et je fais toute la chaîne pénale qu'il y a à la cour d'appel. Donc, j'ai vu le correctionnel, l'instruction et l'application des peines. Là, je suis aux assises. Voilà le stage d'approfondissement. Après le stage d'approfondissement, en janvier, commence le stage en mise en situation professionnelle, donc sur mon poste, et je vais pouvoir travailler un peu plus en autonomie. Donc, pour un peu différencier tous les stages, nous avons déjà le stage pratique qui est avant la scolarité. Moi, je l'ai fait avant, mais en principe, c'est après. Pardon. Donc, le stage pratique, où on va nous placer un peu dans tous les services. Donc, on va voir une semaine, par exemple, au tribunal pour enfants, une semaine à l'accueil, une semaine au bureau d'aide juridictionnelle, etc. Donc là, on fait un peu un stage de découverte. On nous donne un peu des petites choses à faire assez faciles. Et après, vient le stage d'approfondissement où là, on est ciblé sur un service. Donc moi, c'est pénal, où j'ai vu un peu toute la chaîne pénale. Donc, correctionnelle, etc. Application des peines, etc. Là, on peut me donner un peu plus de responsabilité. Et après, la mise à situation professionnelle. Donc là, je serai exclusivement sur mon poste et je ne ferai que ça. Je ne vais pas voir ailleurs ce qui se passe à l'accueil, etc. Je ne ferai que de l'application des peines, par exemple. Et je pourrai être en totale autonomie. On peut me dire d'aller à l'audience toute seule, par exemple. Là, en ce moment, je suis accompagnée de, par exemple, Madame Torcello, mais qui, elle, est au civil. Donc non, ce ne sera pas elle, mais je reste avec un greffier. Donc, voilà. Et c'est tout pour... Je vais quand même parler un peu par rapport au rapport du jury. Donc, après le concours, le jury fait une petite note où il retrace un peu les nombres d'inscrits, le milieu dont les étudiants, enfin les inscrits plutôt, proviennent, par exemple. Donc, sur 1332 présents au concours de greffier, il y avait 360 étudiants. Donc, le reste vient d'autres en recherche d'emploi, par exemple, ou qui eux-mêmes ont déjà un emploi. Et il y avait 306 personnes qui étaient issues d'un bac plus 5 et plus aussi. Et il y avait 51 personnes qui étaient issues d'un bac plus 2. Et une seule personne d'un BEP CAP. Donc, comme là, on peut voir que le bac plus 2, il n'y avait que 51 personnes, alors qu'en bac plus 5, on est à 306. Donc, on voit bien qu'on peut quand même s'inscrire et se présenter au concours au bac plus 2, mais il y en a très peu. Moi, j'ai fait le choix d'attendre, enfin d'aller, de faire ma licence et de faire ma maîtrise parce qu'en bac plus 2, je ne savais pas du tout ce que c'était la procédure civile ni la procédure pénale. Parce que la fac d'Aix-en-Provence, les cours de procédure civile et procédure pénale, c'est à partir de la 3e année de licence.
Voilà, donc j'ai quand même pu avoir une première approche de ce que c'est la procédure civile et pénale à ma 3e année de licence. Puis, en faisant mon IEJ, pareil, en me perfectionnant sur la note de synthèse, etc. Et après, j'avais fait aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, une préparation privée à l'ISP, donc l'Institut supérieur des préparations aux grandes écoles, pardon, qui était privée et j'ai payé 800 € parce qu'en fait, on pouvait choisir ce qu'on voulait avoir comme fascicule. Comme c'est à distance, ils nous envoient un fascicule, on fait les notes de synthèse et ensuite on renvoie pour correction et eux ensuite nous renvoient la correction. Donc moi, j'ai pris seulement l'aide pour les questions et les notes de synthèse et pas les questions plus de l'ordre administratif judiciaire, pas les questions pour procédure pénale et procédure civile, parce que ça, je me suis dit que j'avais déjà assez vu en IEJ et à la licence, donc j'ai préféré mettre l'accent sur l'organisation judiciaire et administrative et la note de synthèse. Parce qu'un aussi détail qui est revenu dans le rapport du jury, c'était que les questions en organisation judiciaire et administrative française, il y avait de moins bons résultats que pour les questions de procédure civile et prud'homale et pénale. Parce que beaucoup se sont un peu emmêlés les pinceaux et c'est vrai que c'était quand même compliqué à tout retenir entre savoir la composition d'une cour d'assises, une cour d'assises d'appel, les compétences, etc. Donc, c'est mieux de un peu plus, pas vraiment privilégié, mais d'avoir les idées un peu plus claires sur l'organisation administrative et judiciaire. Voilà, c'est tout pour moi. C'est la parole à Naïma pour l'expérience d'assistante de justice. Alors, peut-être juste une chose, effectivement, on n'est pas juriste avec Bac plus 2. Merci. On ne devient pas juriste du jour au lendemain avec un Bac plus 2. En réalité, moi, j'ai tendance à considérer qu'on est juriste quand on a quand même un Bac plus 4. Parce qu'il est difficile de dire qu'on est juriste avec un Bac plus 2, puisqu'on a vu qu'une toute petite partie du programme de droit des matières. Avec un Bac plus 4, on n'est pas nécessairement un juriste complet, et même avec un Bac plus 5 d'ailleurs, mais on a quand même vu l'essentiel des programmes des matières importantes et fondamentales, en tout cas de base, c'est-à-dire la procédure civile, pénale, droit civil général, les contrats, les obligations, tout ça, contractuels, délictuels et autres. Et donc, il faut quand même un Bac plus 4 pour être juriste. Et il me semble important, effectivement, de travailler avec des collègues greffiers qui ont quand même un niveau Bac plus 4. Ça paraît évident. Tout à l'heure, Madame Binchet, on a parlé un petit peu, et vous en avez parlé aussi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, et je sais que d'autres collègues sont comme ça, le greffier, c'est vraiment un collègue, un collaborateur, quelqu'un avec qui on bosse, et y compris sur la décision et le volet procédural. Moi, je suis régulièrement juge des libertés et des détention. On travaille vraiment ensemble sur les décisions parce qu'il y a un volet procédural technique et le greffier en sait autant que nous. Quasiment, enfin, je ne devrais pas le dire, parce que certains collègues vont dire, mais c'est une… Non, 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 non. Mais moi, je le dis clairement, le greffier a plus de connaissances que moi, surtout quand c'est une matière que je ne pratique pas au quotidien. Et d'ailleurs, certains collègues le week-end sont très heureux quand ils ont un greffier qui connaît bien, qui maîtrise bien la matière. Il en sait plus que nous et c'est normal quelque part parce que c'est une matière qu'on ne pratique pas tous les jours. Il y a des chasse-trappes, un certain nombre de pièges au niveau procédure. Le greffier, c'est quand même le personnage de la procédure. Et pour moi, c'est extrêmement précieux. Et clairement, dans certains dossiers, quand on prend une décision, on échange avec le greffier, notamment sur le volet procédural. Ça me paraît être une évidence. Alors, tout le monde ne vous le dira pas, mais moi, je considère que c'est tout à fait le cas. Je travaille complètement avec mes greffiers dans ces cas-là. Alors, je dis « mais », c'est possessif, mais ce n'est pas dans le sens possessif que je le dis. Mais clairement, c'est une équipe. De même qu'avec les juristes assistants, il y a des décisions. Là, il y en a une que j'ai rendue il y a peu de temps en matière civile, qui était de juge de l'exécution, qui n'était pas facile, avec des enjeux considérables en termes de somme d'argent, c'était considérable. Avec le juriste assistant, on discute vraiment, avec le greffier aussi d'ailleurs, sur le volet de la procédure, qu'est-ce qu'on fait, quel choix on fait.
surtout quand il y a déjà eu cassation, quand il y a déjà eu des renvois, quand il y a déjà eu… c'est pas évident. Et on échange vraiment. Et sur la recherche de jurisprudence, la juriste assistante va rechercher un certain nombre de choses, j'oriente, mais vraiment on décide ensemble parce que c'est une équipe, ce que je souhaitais dire. Bonsoir à tous. Abdella Naïma, assistante de justice et étudiante en sciences politiques à l'Université de Toulouse. Pour parler d'abord de mes études, j'ai effectué donc un bac général économique et social à La Réunion. Les études de droit, c'était une évidence pour moi. J'avais déjà réfléchi à ça depuis mon plus jeune âge. Donc, la question ne s'est pas posée. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose dans mes études, c'est-à-dire être utile aux autres et aussi avoir du sens dans ce que l'on fait. Donc, j'ai commencé comme tout étudiant à travailler, à cravacher comme on peut pour réussir ses études. Ensuite, très vite, j'ai essayé de m'engager dans des associations, effectuer des stages, connaître un petit peu aussi l'organisation judiciaire pour pouvoir aussi mieux comprendre mes cours, mieux aussi savoir aussi ce que j'étudiais. Donc, dès ma première année de droit, j'ai été engagée dans une association des droits des étrangers où j'ai pu être en face de personnes qui étaient en difficulté, donner aussi une réponse juridique, chercher aussi l'information. C'était très utile dans un premier temps parce que ça m'a permis de comprendre vraiment ce que je faisais au quotidien. Ça m'a permis également de comprendre que voilà, les études que je faisais étaient vraiment faites pour le justiciable, pour la personne qui est en difficulté. Ensuite, très vite, j'ai aussi effectué des stages en juridiction et dans un cabinet d'avocats. Ce stage en juridiction que j'avais pensé depuis ma première année était important pour moi parce que j'avais déjà pensé à un métier qui était le métier d'avocat. Cependant, je n'étais pas sûre vraiment de ce que c'était le métier. Je ne savais pas non plus quel était le quotidien d'un avocat et celui d'un magistrat. Donc, j'ai essayé de postuler et d'aller chercher aussi des opportunités. J'en parle parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, il faut être acteur et aussi engagé parce qu'on fait des études non pas pour avoir des diplômes seulement, mais aussi pour contribuer à la société et avoir un métier qui a du sens pour nous, qui nous correspond. J'ai vu beaucoup de camarades à moi qui ont fait des études de droit sans savoir pourquoi. Et en fin de compte, ça peut arriver, mais il faut aussi chercher aussi les informations, chercher les opportunités pour pouvoir vraiment savoir pourquoi on est là et ne pas attendre aussi à la fin des études pour se poser des questions. Donc, très vite, les stages en juridiction m'ont permis de savoir qu'en fin de compte, il n'y avait pas que le métier d'avocat et de magistrat, il y avait le métier de greffier, le métier de directeur de greffe, il y a aussi d'autres métiers plus administratifs aussi qui existent. Donc, tout ça m'a permis déjà d'aboutir à ma licence, donc en troisième année. Ça a été un moment important aussi parce que j'ai effectué un stage en Erasmus à Bruxelles, là où en fin de compte ça n'avait rien à voir avec mon parcours parce que c'était dans une association pour l'éducation active. Donc j'étais dans une association qui travaillait pour les droits de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais envie de servir l'intérêt général et non les intérêts privés. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans l'obligation d'effectuer des formations parce qu'ils étaient condamnés, etc. Et ça m'a permis de savoir que vraiment, je voulais servir les autres. Et ça m'a permis, quand je suis rentrée à La Réunion, de choisir de faire un master droit pénal, mais à distance, pour pouvoir rester à La Réunion et m'investir dans d'autres activités qui m'ont été proposées. Plus particulièrement, ce qui m'a beaucoup touchée pendant mon Master 1, c'est d'avoir participé à l'étude des féminicides à La Réunion. J'ai pu à la fois apprendre tous les enjeux qui sont derrière les violences conjugales, les violences intrafamiliales. Ça m'a permis également de mieux comprendre aussi le droit pénal que j'étudiais à côté dans mon parcours étudiant. Et maintenant, j'ai postulé au poste d'assistant de justice très récemment pour continuer en fin de compte à apprendre de la justice de l'intérieur tout en continuant mes études.
Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent parce que les études de droit, c'est très prenant, ça nous demande énormément de travail, ça nous donne énormément d'investissement et d'énergie. Mais c'est possible aussi de connaître la justice avant de se décider, de passer des concours, etc. Aujourd'hui, je commence à préparer les concours de la magistrature, mais aussi pour d'autres métiers, mais je sais pourquoi je le fais et je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce genre de parcours. Donc, du coup, il est important d'avoir les idées claires sur son projet de professionnel et d'être aussi conscient que si on le veut vraiment, on peut y arriver. Il y a différents parcours qui existent. Comme Monsieur le Président parlait, il y a l'intégration, il y a également la possibilité de passer au concours en interne. Donc, il y a plein de choses qui existent et je pense que c'est possible d'accéder à ce genre de métier si on est suffisamment conscient de l'investissement que ça nous demandera et de pourquoi on le fait. Et c'est vraiment ce qui a déterminé mon parcours. Pour parler plus de mon poste d'assistant de justice, donc je suis à la chambre sociale de la Cour d'appel de La Réunion. J'effectue donc des rapports pour les audiences collégiales de la chambre sociale. Ce poste pour avoir ce poste, il faut avoir un master 1. Ça a été très intéressant pour moi, mais aussi pour d'autres collègues que j'ai dans mon bureau, parce que finalement, ça nous a permis de connaître déjà qu'est-ce que vraiment la procédure, qu'est-ce que aussi le travail du juge. On voit qu'il y a un travail en amont qui est fait, qui est colossal pour pouvoir aussi répondre aux problématiques qui nous sont posées. Ça m'a permis également de connaître mieux l'organisation judiciaire et de rencontrer des professionnels, de comprendre vraiment quels sont les enjeux finalement de la justice. Ça m'a permis aussi de comprendre les nouveaux chantiers, comme on dit, qui se met en place et de aussi comprendre aussi pour qui on va travailler. On travaille pour un ministère, on travaille aussi pour des enjeux qui sont importants et qui finalement font partie du quotidien. Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, Mathias. Je suis étudiant en droit en première année à la fac du Moufia. Et en même temps, je suis vacataire à la cour d'appel juste à côté. Et du coup, alors moi, j'ai découvert le droit un peu par hasard, en fait. Je ne m'étais jamais intéressé au droit. Et en fait, je suis rentré l'année dernière en tant que vacataire à la cour d'appel au service courrier. Donc, pour vous remettre dans le contexte, en fait, moi, à la base, j'avais aucun diplôme. Je n'avais pas le bac. Et j'ai réussi à rentrer au service courrier. Et suite à ça, j'ai fait quelques mois au service courrier. J'ai tout fait pour me faire remarquer au service courrier. Et du coup, j'ai eu la confiance de mon directeur de greffe. Et il m'a permis d'entrer dans les différents services de la chaîne pénale. Donc, je passais en correctionnel, aux assises et en instruction. Donc, j'ai fait différentes tâches. J'ai fait de l'enregistrement, j'ai fait l'envoi des avis d'audience, les notifications. En fait, j'ai fait un peu des tâches d'adjoint et de greffier. Je ne sais pas si j'ai fait des tâches de greffier, mais en tout cas, je pense que j'ai fait des tâches d'adjoint. Et du coup, donc ça, c'était l'année dernière, c'était en 2020. Et du coup, en parallèle, en même temps, je passais mon bac S en candidat libre. Donc, je viens aussi d'un parcours scientifique. Et donc, je l'ai eu l'année dernière en septembre, parce qu'il y avait une session spéciale pour les candidats libres dû au Covid, vu que comme on n'avait pas le contrôle continu, du coup, on repassait tout entièrement. Donc, j'ai eu mon bac en septembre. Je suis rentré en première année de droit en octobre, le temps que les résultats tombent et tout. Donc, en fait, je suis rentré un peu sur le tard à la fac. Et donc, je suis rentré sur le tard, je suis rentré en octobre. Juste avant, j'avais fait 1 an hors scolaire. Je n'avais pas fait d'école pendant 1 an, donc il fallait que je me remette dans le rythme aussi. Et du coup, j'ai commencé. C'était compliqué pour moi de me remettre dedans, clairement. Et j'ai tout fait, j'ai essayé d'avoir les cours, demander de l'aide aux étudiants, aux professeurs. J'ai vraiment tout fait. Et en fait, c'était impossible d'avoir les cours. Donc, l'année était très compliquée pour moi l'année dernière.
Sans surprise, j'ai pris une claque au premier semestre. Donc, j'ai fini mon contrat de vacataire l'année dernière le 31 décembre. 31 décembre, pardon. Et le deuxième semestre, je me suis repointé et j'ai fait 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'étais tellement largué que j'ai abandonné directement, quoi. Vu que comme j'avais raté 6 mois, c'était impossible de rattraper et je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, j'ai laissé l'année passer. Je me suis réinscrit cette année en redoublant, du coup, toujours au MOFIA à Saint-Denis. Et donc là, j'ai réussi à avoir les cours. Je suis tombé dans une promo sympa. Les étudiants me donnent les cours et tout. Je leur expliquais mon parcours et tout. Ils sont compréhensifs, ils sont admiratifs. Donc, c'est sympa. Et du coup, là, je me débrouille comme ça. Ils m'ont repris en tant que vacataire à la cour d'appel, cette fois-ci qu'au service correctionnel. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, je suis en correctionnel, en fait. Et en parallèle, du coup, je suis à la fac et je me suis mis en étudiant salarié. En fait, c'est un statut spécial. C'est en fait, on n'est pas obligé d'assister, enfin, on est dispensé de TD. Donc, toutes les notes de TD, ça saute, on n'a pas de notes. On est dispensé d'école le week-end. Et en fait, on n'a que la note des partiels qui, à la fin du semestre. Donc, en fait, ça peut être à double tranchant. Soit si on se loupe, on n'a rien pour rattraper, mais si on l'a, ça passe, quoi. Donc là, j'espère avoir mes partiels en décembre. Et je finis mon contrat de vacataire à la fin de l'année. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, enfin, je sais que je veux faire une carrière dans le droit, mais moi, je ne saurais pas encore vous dire exactement ce que je veux faire aujourd'hui, en fait. Je n'ai pas d'idée précise à 22 ans, donc voilà, j'ai fini. Merci. Alors, oui, juste un mot peut-être en complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois que ce qui est important, parce que certains arrivent à la fac en disant « ça y est, je suis arrivé, j'ai ma première année, voilà ». Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de s'arracher, de bosser. Je crois il faut l'avoir avec les dents. Parce que si on est juste un étudiant sans niaque, médiocre, on peut être médiocre avec de bons résultats, eh bien, on ne réussira jamais. Enfin, les concours, ça, c'est compliqué. Il faut vraiment y aller avec les dents et montrer l'envie. Et on peut échouer à un moment donné, on peut avoir un parcours de vie qui fait qu'on arrête les études. Tout est possible. Si on a la volonté, si on a la niaque, si on bosse, si on s'arrache, c'est là qu'on va réussir. Et ça, c'est un exemple, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas celui. Enfin, moi, j'en ai connu, j'en ai eu. Hein. J'ai eu une juriste assistante un temps qui était. Elle ne comprenait pas qu'à 45 ans, 40 ans, en ayant un bac plus 5 en droit, elle pensait qu'elle était extrêmement brillante puisqu'elle avait un bac plus 5 en droit. Elle ne comprenait pas qu'elle n'ait jamais eu de boulot stable. Elle avait loupé 4 fois l'examen d'avocat, elle ne pouvait plus le passer et elle ne comprenait pas. J'ai voulu lui donner sa chance. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. La chance, j'ai arrêté tout de suite. Hein. Je m'en suis séparé très, très, très vite parce que ce n'était pas possible. Donc, quand je me suis séparé d'elle, et vous vous rendez compte, je ne gagne pas grand-chose à mon âge, avec les études que j'ai dit, mais posez-vous les bonnes questions. Vous n'avez rien dans le ventre. Vous ne bossez pas. Vous ne bossez pas, vous n'avez pas la niaque. Alors certes, vous avez un bac plus 5. Ah, très bien. Mais vous en faites quoi depuis 20 ans de votre bac plus 5? Parce que vous ne bossez pas. Vous ne faites rien. Donc, faites rien. Vous n'avez certainement pas fait grand-chose pendant les 5 ans d'études. Et puis, vous continuez à ne rien faire. Alors, effectivement, vous échouez à tout. Bien sûr, personne ne veut vous garder. Mais évidemment, moi le premier, je vous ai donné une chance. Et là, c'est terminé. Donc, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut y aller, il faut s'arracher, il faut bosser. On n'a pas besoin d'être le plus brillant des étudiants. Moi, j'étais plutôt bon étudiant, mais je bossais. Et on n'a pas besoin d'être le meilleur, on n'a pas besoin d'être le plus brillant. Ce qu'il faut, c'est s'arracher. Et si en face de vous, les recruteurs, les membres des jurys, parce que j'ai été membre du jury aussi du concours de magistrat, donc je sais un peu comment ça se passe. J'ai été membre de jury aussi dans la police et autres. Mais c'est vraiment, il faut la volonté, il faut la niaque, il faut montrer qu'on y va, qu'on a la volonté. Et moi, je préfère franchement un candidat qui a eu à un moment donné, pendant 1 an, 2 ans, il a échoué. Moi aussi, j'ai redoublé une classe, ça m'est arrivé il y a quelques années. Personne n'était né quasiment ici, mais ça m'est arrivé. Voilà.
Et dans la vie, ce n'est pas une fin en soi. Par contre, il faut s'arracher, il faut y aller à fond. Et si vous voulez vraiment devenir magistrat, devenir greffier, devenir commissaire de police, devenir officier, devenir tout ça, il faut montrer que vous avez l'envie, il faut vous arracher, il faut bosser. Et puis, si vraiment vous bossez, vous savez, les rigolos, les guignols, moi j'appelle ça des guignols, ça va peut-être vous choquer, qui arrivent en disant « Ah oui, je suis rentré dans la magistrature, franchement, j'avais pas bossé grand-chose, je ne sais pas, c'est le hasard, comme ça. » Franchement, soit c'est des menteurs, soit ils sont surdoués à un niveau que je ne peux pas imaginer. Franchement, parce que quand on voit l'étendue des programmes, dire simplement je travaille un tout petit peu, mais pas trop, bon. Et d'ailleurs, quand on les voit après, souvent c'est des gens qui bossent quand même, hein. Donc, mais je veux dire, on ne l'a pas sans rien, on n'a pas rien sans rien. Moi, j'ai des enfants qui sont étudiants en médecine ou qui sont même, j'ai mon fils qui est vétérinaire. Il a beau être brillant, avec des très matheux, tout ça, bon, mais il n'a pas eu sans rien. C'est pas vrai. Il faut bosser, il faut s'arracher, il faut y aller. Il faut y aller, il faut montrer qu'on a envie d'y aller. Parce que si en face de vous, les membres des jurys, les examinateurs, les recruteurs dans le privé, c'est pareil. Si en face de vous, ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a envie de rien, qui n'a pas de motivation, qui est médiocre. Médiocre, c'est-à-dire fade, pas envie de bosser. Mais jamais vous serez pris à rien. Vous ne serez pris à rien. En face de vous, les gens qui vont vous recruter, que ce soit les concours ou le reste, ils vont se dire concrètement, est-ce que, alors il faut bosser évidemment pour avoir les connaissances, mais après ils vont se dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? C'est ça qu'ils vont se demander. Moi, quand je fais partie du jury, est-ce que j'ai envie que ce soit un collègue? C'est vite vu, hein. C'est j'ai envie ou j'ai pas envie, hein. Si la personne en face de moi est molle, non, non, c'est pas la peine. J'en veux pas. J'en veux pas. C'est vrai. Tout à fait. C'est ça. Il faut, et ça, c'est très important, la motivation. Et franchement, je préfère avoir quelqu'un qui a, à un moment donné, arrêté, qui a eu un parcours de vie différent, qui a eu. Moi, je préfère, hein, largement, si c'est quelqu'un qui en veut, qui s'arrache et qui veut l'attraper. Donc, juste vous dire ça. Et ça concerne tous les métiers. Donc, on peut répondre si vous avez des questions. Nous pouvons répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions. On vous a fatigué, là, assommé. Ah, moi, je suis un peu assommé aussi parce que je descends d'avion, hein, de ce matin, donc je n'ai pas dormi la nuit précédente. Mais on est prêt. J'avais préparé une question. Alors, vous avez donné la réponse. Ah bon? Oui, c'était pour savoir où se trouvait le NG, l'École nationale de Dijon. Ah oui, c'est à Dijon. J'avais oublié et je me souviens. Pour les élèves, vous le connaissez. C'est bon. Quel est l'emploi du temps? Alors, ça dépend. Alors, la dernière étude officielle qui avait été faite il y a au moins 15 ans, je ne sais plus, 15 ou 20 ans, je crois que c'était une moyenne d'heures de plus de 50 heures par semaine, 55 heures de travail par semaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, je pense que ça a un peu diminué globalement. Je crois que aussi les jeunes n'ont plus envie, comme les gens de mon âge, de travailler 70 heures par semaine. Moi, je fais entre 60 et 70 heures chaque semaine et ça fait 30 ans que ça dure. Mais des gens qui bossent 70 heures, il y en a de moins en moins quand même, concrètement. Par contre, c'est très dense. Globalement, un magistrat, il est très nettement au-dessus de 35 heures quand même, hein. Enfin, sous le contrôle de Marcelo, et puis vous aussi, Maïf, mais globalement, il est quand même nettement au-dessus. D'abord, il n'est pas limité aux 35 heures, et parce qu'on n'est pas soumis aux 35 heures ou même aux 40 heures. Donc, ça ne s'applique pas aux magistrats. On a un statut spécial, et donc, globalement, ce sont des grosses journées. Le week-end, souvent, également. Le week-end, les collègues travaillent le week-end. Donc, moi, je travaille tous les samedis, quasiment, au bureau. Au moins le matin et souvent l'après-midi. Quand je prends une audience la semaine correctionnelle, je n'ai pas le temps de la préparer la semaine, donc je la bosse le soir, tard, et le week-end, le dimanche souvent. Et sur les horaires, la plupart du temps, les magistrats quand même commencent assez tôt le matin et finissent assez tard le soir. Voilà.
c'est quand même des grosses amplitudes horaires. Je pense aujourd'hui, plutôt que la moyenne des magistrats, quand même plutôt au moins à 42-45 heures par semaine, quand même. C'est pour ça qu'ils sont bien payés. C'est pour ça qu'ils sont bien payés. Puis ils ont aussi pas mal de congés. Il faut savoir que nous avons, pour les magistrats, alors les fonctionnaires de greffe, c'est assez proche, hein, parce qu'il y a un petit peu moins d'heures, ils ont un nombre d'heures à faire, mais il y a aussi des systèmes de RTT, tout ça. Nous, on a, je crois qu'on a 46 jours de congés dans l'année, ce qui fait 9 semaines, en fait. Alors, en pratique, moi, j'en prends, depuis 4 ans, je suis à 1 semaine à 2 semaines par an de congés. Je n'arrive pas à prendre plus, mais normalement, on a 9 semaines. Je les ai usés. Ouais. C'est qu'il y en a. Ah oui, c'est clair. Hein, non, mais globalement, les collègues travaillent beaucoup d'heures. Ça, c'est clair. Quelle mention au bac peut-on faire du droit? À partir de quelle mention? Il n'y a pas de mention. Il n'y a pas besoin de mention. Clairement, on peut avoir un bac avec… alors aujourd'hui, il n'y a plus de passable. Je crois qu'il n'y a que du très bien et du bien. Non, c'est bac, admis. Admis. Ah bon? Oui, c'est enfin, C'est- où j'ai en Ouais. 2012, c'était admis, bien. Non, il y en avait un. Assez bien, Assez très bien, ouais, bien et très bien. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mention. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand on a 20% de mention très bien, on doit avoir 30% de mention bien ou 40% de mention bien au bac. Je pense que si on est juste admis, on est un peu en dessous. Mais après, il n'y a pas de mention nécessaire. Il Non. n'y a pas de mention nécessaire. Si je me souviens bien, Ouais. admis, c'est entre 10 et 12 de moyenne Ouais. au bac. Après, Ceci on dit, quand passe vous à avez la 100% d'une tranche d'âge, enfin quasiment, ou 95% d'une tranche d'âge qui a un bac, si vous êtes dans juste admis, ça va être un peu plus compliqué, je pense, en termes de motivation et de réussite après. Mais après, pourquoi pas? Si vous arrachez après, c'est possible. Mais… Alors après, devenir avocat, combien d'années d'études de droit? Alors, l'avocat en études de droit, c'est à peu près comme magistrat, et puis comme greffier, donc c'est bac plus 4 au moins. Tout le monde a un bac plus 5, enfin en pratique. Après, vous faites une année d'IEJ en général, donc l'institut judiciaire. Là, peu importe lequel, ça n'a aucune importance. Tout se prépare à l'examen d'avocat. Et après, vous passez l'examen d'avocat, puis après, vous avez donc la formation, elle dure combien? Un an et demi, je ne sais plus. 1 an et demi, je crois, où vous faites de la formation en école d'avocat et des stages. Ça va être un an et demi en tout. 18 mois, non? En tout. C'est ça, 18 mois, c'est 18 ça. mois. Donc, vous avez bac plus 5, plus 1, plus 18 mois. Et après, vous êtes avocat. Et le salaire moyen d'un avocat, alors il y a des moyennes, ça dépend, Paris et moyenne hors Paris. Un avocat, alors vous avez beaucoup d'avocats qui sont à 1 000, 1 500 euros par mois. Beaucoup, même après quelques années d'ancienneté. Vous en avez quelques-uns qui sont dans les 3 000 à 4 000 euros. Et puis, vous en avez une minorité qui dépasse 10 000 euros. Après, ça Une dépend, très grande minorité. ça dépend aussi de la Ça spécialité. dépend où et ça dépend de la spécialité. Oui. Si vous faites Bon, des affaires… fiscaliste, par ouais. exemple, avocat Alors, fiscal. fiscaliste, tout ce qui est contrat en matière commerciale. Oui. Si vous êtes spécialisé dans les fusions, acquisitions, alors oui, quelqu'un qui veut être avocat dans un domaine où on gagne bien sa vie, vous pouvez faire HEC plus du droit, et vous faites HEC plus du droit, donc prépa commerce, HEC les SEC, et puis un peu de droit à côté. Vous pouvez être avocat fiscaliste, avocat dans les fusions, avocat. Donc là, ce sera à Paris, vous allez démarrer à 5 000 à 6 000 euros net. Et puis après, vous pouvez faire même 1 million d'euros. Si vous êtes associé dans un gros cabinet, vous pouvez gagner 1 million d'euros par an. Mais ce n'est pas beaucoup d'avocats. Hein. Et sur un ressort classique, je dirais que la moyenne doit être autour de 3 000 euros à peu près. Ici, on doit être autour de 3 000 euros en net, je parle. Hein, ce que vous gagnez, après, il faut payer les impôts, mais c'est à peu près ça. Là, je vois par rapport à des avocats qui sont plutôt bons, qui bossent, qui ont une activité soutenue, ils arrivent à 3 000 à 4 000 euros en net à la fin du mois quand ils enlèvent le fonctionnement, les charges de fonctionnement. Donc, voilà. Et puis après, je vous dis, il y en a quelques-uns, je ne sais pas, sur Saint-Denis, vous en avez 10%, peut-être qui dépassent 10 000 euros, même pas 10%. 7-8%, toute matière confondue, qui dépasse 10 000 euros. Quelles sont les méthodes pour réussir vos examens et vos concours?
comme je vous disais, s'arracher, c'est-à-dire en vouloir. Alors, bosser, bien sûr, travailler, il faut apprendre. Chacun a sa méthode. Les gens qu'on aimait. Moi, j'ai une méthode visuelle. Moi, je lis et j'ai une façon de relire en diagonale. Je lis les points essentiels, mais c'est chacun à sa façon. Il y en a qui apprennent par cœur 20 fois la même phrase. Chacun apprend. Il faut bosser. Il faut raisonner après, mais tout ça, ça se fait des exercices, des commentaires d'arrêt. Il faut bosser. Et après, sur la préparation du concours ou de l'examen, il faut une préparation adaptée, soit un IEJ, soit une école privée, comme vous disiez. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est la volonté, la niaque. Est-ce que je peux Oui, aussi allez-y, ajouter allez-y. Après, on peut aussi se préparer sans passer par l'IEJ ou une préparation privée, toute seule, mais il faut vraiment, comme disait Monsieur le Président, avoir la volonté. C'est-à-dire, il faut vraiment se dire que aujourd'hui, je vais me mettre en condition d'examen. Je fais ma note de synthèse pendant 4 heures sans être dérangée. Il faut aussi pouvoir s'entraîner à la lecture rapide parce qu'on en a, pour une note de synthèse, on a 25 pages. Oui, on a 25 pages, donc des documents, des fois c'est un peu écrit petit, donc on a du mal à lire, etc. Donc il faut savoir lire en diagonale, essayer de sélectionner l'information importante. On peut avoir aussi des extraits d'arrêt dans le fascicule de 25 pages. Donc là, on ne va pas lire tout, on va se concentrer sur la décision, sur la motivation. Et pour les questions, c'est pas si on pose la question les juridictions de l'application des peines, c'est pas dire comme ça les juridictions de l'application des peines. Il faut avoir une réponse structurée, un plan, une introduction. C'est aussi un reproche des jurys qui disaient que on balance pas la réponse comme ça, on la structure, on fait des étapes, il faut qu'il y ait un cheminement assez logique en fait. Donc pareil, là on fait des fiches pour chaque thème. On va voir que au pénal, on commence, bon, ça c'est après avoir fait les études de droit, on va savoir un peu ce que c'est, l'action publique, son extinction, etc. Après, il y aura les juges d'instruction, etc. Donc voilà, ça aussi, il faut se mettre en condition d'examen. 3 heures, on a 4 questions. Donc, il faut... attendez, est-ce que c'est pas 4 heures non, oui, c'est 3 heures. On a 4 questions. Donc, il faut savoir faire un brouillon assez rapidement et retranscrire aussi ça sur la copie. Voilà. Alors, assister à une audience permet-elle d'avoir une idée des différents métiers? Effectivement, quand on assiste à une audience pénale correctionnelle, par exemple, on voit un petit peu quel est le rôle du juge, du procureur, mais seulement sur un point, sur une audience pénale, pas sur tout le reste. Qu'est-ce que fait le greffier, que fait l'avocat, que fait le policier? On peut avoir une petite idée un peu, mais c'est très partiel, donc ce n'est pas du tout complet. Quand on veut vraiment avoir une idée plus précise des métiers de chacun, il faut rester un peu plus que le temps d'une audience. C'est très bien de venir à une audience, il y en a tous les jours au tribunal, c'est public, donc il n'y a pas de difficulté. Par contre, ce qu'il faut, c'est aller un peu plus, soit aller dans un cabinet d'avocat pendant une semaine, découvrir un peu ce que fait l'avocat, ou aller dans le tribunal en stage pendant une semaine ou deux, où là, on va découvrir le métier des uns des autres, faire un stage avec un greffier, c'est tout à fait possible avec un juge, ça c'est possible. Alors au tribunal, on prend en stage de temps en temps des troisièmes, je crois qu'ils doivent faire un stage les quatrièmes ou les troisièmes, donc là j'en prends, la semaine prochaine on en prend, mais très peu, parce que c'est quand même pas évident, il y a beaucoup de choses qui ne s'y prêtent pas. On prend des étudiants en bac plus 4 et 5, ça, mais on fait attention à la lettre de motivation. Il ne faut pas faire de faute. Ah oui, ça, c'est insupportable. Alors moi, je ne supporte pas. Quand je reçois des candidatures au stage, s'il y a des fautes, je jette. Je ne regarde même pas. Enfin, si je commence à lire et ça me fait mal. Donc, si ça me fait mal, ça part à la corbeille, c'est clairement. Et là, je ne réponds pas. Moi, je réponds toujours aux candidatures, aux demandes d'étudiants qui veulent faire un stage. Je réponds. Quand il y a des fautes, je ne réponds pas. Je considère qu'on se moque de moi, donc je ne réponds pas. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Sachez que quasiment tous mes collègues font comme ça. Si par contre, il n'y a pas de faute, que c'est écrit correctement, qu'il y a une motivation, on regarde la possibilité de prendre en stage, les bacs plus 4 et 5. J'ai une collègue qui est chargée des stages, elle organise. Et le mieux, c'est quand même quand on est recommandé par un professeur.
Si un professeur de droit vous recommande, là, on prend. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi des étudiants qui sont lauréats des concours d'éloquence. Ceux-là, on les prend en stage. Quel que soit leur niveau, même en première année, on les prend en stage. J'en ai pris une en début d'année. Elle était en deuxième année. Elle a été lauréate du concours de plaidoirie dans le cadre de la Nuit du droit. Je l'ai prise en stage pendant un mois. Voilà. Donc, et je l'ai soutenue pour avoir une fac plus cotée. C'est-à-dire que j'ai fait une lettre, j'ai contacté le doyen de la fac, j'ai fait une lettre de recommandation et elle a été prise dans une très bonne fac en métropole. Donc, ça, on peut les suivre. Et puis, alors, pour les autres, effectivement, lycéen qui veut faire un stage, il y en a beaucoup. En fait, le mieux, c'est quand même d'être recommandé. Alors, il faut une motivation d'être recommandé. Alors, bon, si vous connaissez un magistrat, c'est bien. Mais il y a, à la limite, si un professeur écrit en soutenant votre candidature, en demandant, je prends un peu plus en considération, effectivement. Sinon, c'est un peu plus compliqué, mais ça m'est arrivé récemment qu'un élève soit recommandé par un professeur et bon, on l'a pris en stage. Voilà. Alors après, faire des études de droit à La Réunion, oui, on peut faire des études de droit à La Réunion, on peut faire son cursus complet. Pour être avocat, on peut également passer l'examen. Par contre, après, il faudra partir en métropole pour le stage avocat et la formation, il faudra partir en métropole pendant 1 an et demi, je crois, à peu près. Par contre, pour le concours de magistrat, pour la prépa, il faudra, enfin, il est préférable de partir en métropole quand même pour la prépa. Mais sur les études, il n'y a pas de problème. Faire des stages au tribunal, donc j'ai répondu. Il est plus difficile d'être accepté dans les écoles où l'on souhaite aller avec de nos jours. Il est plus difficile d'être accepté dans les universités où l'on souhaite aller. Oui, je pense que c'est assez compliqué Parcoursup. Moi, j'ai rien compris dans Parcoursup. Je suis peut-être pas intelligent, mais j'ai absolument rien compris. Et avec un œil extérieur, mais pour avoir un peu vécu la chose, c'est une catastrophe. Enfin, c'est mon sentiment. Est-ce que sur Parcoursup peut faire? Qu'est-ce qui peut sur Parcoursup faire, on va dire, la différence pour entrer dans les études de droit? Alors là, je ne sais pas. Je vous dis, on peut très bien réussir des études de droit avec un parcours plutôt littéraire. On peut réussir avec un parcours scientifique sans problème. Je sais que c'est possible aussi. Parcours éco aussi. La seule chose, c'est que si effectivement on ne fait que un bac avec de l'art plastique, j'ai rien contre l'art plastique, si ce n'est que l'art plastique ne m'aime pas, mais j'ai rien contre l'art plastique, la musique. Mais si vous prenez que des options musique, art plastique, cinéma, voilà, je crains que ça soit plus compliqué pour intégrer les études de droit. Par contre, si vous avez des matières normales, des matières fondamentales de base, littérature, maths, éco, des choses comme ça, il n'y a absolument pas de problème. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Oui. Concernant l'intégration dans les universités, dans les masters, il faut savoir qu'il me semble que la lettre de motivation pour Parcoursup, ça compte beaucoup. Ils prennent le temps de lire les lettres de motivation, donc avoir peut-être un projet professionnel déjà défini, ça pourrait peut-être aider. De prendre le temps aussi de faire des lettres personnalisées, vu qu'on a plusieurs vœux, normalement on doit faire plusieurs lettres, donc peut-être effectuer des lettres personnalisées avec un projet professionnel déjà défini. Concernant les études de droit, quand on a déjà intégré l'université, il y a une réforme des masters qui est passée cette année. Il y a un décret qui a fixé les masters sélectifs. Donc maintenant, la sélection a été vraiment augmentée. Enfin, on a beaucoup plus d'attentes maintenant parce que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de place dans le marché du travail. Les concours, ça reste sélectif, que ce soit dans la magistrature ou même pour l'examen d'avocat. Donc, il faut avoir peut-être un peu plus qu'une licence. Il faut peut-être avoir soit un engagement associatif ou avoir fait des stages, vraiment montrer qu'on a vraiment envie de continuer en master pour pouvoir notamment intégrer peut-être un métier beaucoup plus gradé. Et vraiment avoir en tête que aujourd'hui, les études de droit, c'est limite une concurrence. C'est vraiment pas tout le monde qui a un Master 2. C'est triste parce que finalement, moi et même Madame Baïf, on est passé, on va dire tranquillement
le master. Mais maintenant, j'ai eu beaucoup de camarades de classe qui n'ont pas eu de master, qui ont dû se réorienter ou passer des concours de bac+3 ou bac+2 parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de continuer, que ce soit à La Réunion ou en métropole. Donc, il faut avoir cette idée en tête que vraiment, les études de droit, maintenant, c'est encore plus exigeant. On a besoin d'étudiants qui sont engagés, qui ont déjà des notes exemplaires, mais aussi quelque chose en plus, quoi. C'est important. Il faut vous faire remarquer, favorablement, bien sûr, pas en faisant le guignol, mais se faire remarquer, je pense aux étudiants, par exemple, qui, très vite, chaque année, dans le cadre de la Nuit du droit, on organise les juridictions, enfin, notamment le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avec l'université, on organise des concours de plaidoirie, on organise des choses comme ça, et ça, c'est une façon de vous faire remarquer. Alors, c'est vrai que c'est une contrainte, vous avez en général une semaine ou deux pour faire une plaidoirie de 5 minutes un peu originale sur un sujet complètement délirant. C'est l'intérêt, c'est de mettre un truc un peu rigolo et pas facile, et puis de montrer votre imagination, votre talent. Et effectivement, les lauréats, il y en a 5 par an, se font repérer par les professeurs, parce que le jury est composé de plusieurs professeurs agrégés, l'université, donc c'est le plus haut niveau des professeurs, maître de conf aussi, et puis des magistrats, le bâtonnier, etc. Et ces jeunes gens, systématiquement, on leur donne des prix. D'abord, on les repère, on les reconnaît, et les prix, ce sont des stages. Ils viennent en stage au tribunal, ils vont en stage chez les avocats, mais alors pas des avocats d'un certain niveau, qui tournent bien, qui sont reconnus sur la place et qui ont un très bon niveau. Le bâtonnier, des gens comme ça, ils les prennent en stage. Et ils leur donnent des stages d'1 mois, 2 mois pendant les vacances. Et donc, pour un étudiant, c'est une façon de se faire remarquer. Après, vous pouvez aussi faire des stages au tribunal. Donc, mais il faut se faire remarquer. Il faut être soutenu quand même. Si vous êtes en première, deuxième année, il vaut mieux être soutenu. Si vous êtes en quatrième, cinquième année, ça va être plus facile. Première, deuxième, troisième année, il faut être soutenu. Et il faut être soutenu par un prof. Et donc, si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas engagé, si vous ne montrez aucune volonté, un professeur agrégé ne va pas passer pour un guignol devant le tribunal et soutenir quelqu'un. Si moi, j'ai un professeur qui m'écrit, qui me dit « est-ce que tu peux prendre, etc. Il est sérieux ou elle est sérieuse ?» Là, dans ce cas-là, systématiquement, je prends. On prend en stage. Je transmets à ma collègue qui est en charge des stages, je lui mets « OK, on la prend ». Et là, il faut vraiment montrer de la volonté. Et il faut faire la différence avec les autres, clairement. Oui, allez-y. Pour ma part, quand j'étais en licence, les stages n'étaient pas obligatoires. Donc là, il ne faut pas se dire c'est pas obligatoire, donc je vais dormir sur mes lauriers. Il faut au contraire chercher un stage, même si par exemple le métier d'avocat ne m'intéresse pas spécialement, mais c'est, on va dire, le milieu où on a plus la facilité d'avoir un stage. Donc, on va y aller pour en même temps connaître ce que c'est le métier d'avocat et pour aussi peaufiner un peu plus son dossier pour les masters, comme disait ma collègue, qui deviennent de plus en plus sélectifs. Donc, faire les stages, c'est vraiment intéressant pour montrer qu'on est investi et on ne reste pas seulement et uniquement sur les cours à la fac. Parce que aussi, je voulais rajouter, c'est quelque chose peut-être qu'on a oublié de le dire, mais les concours de greffier, par exemple, on peut s'inscrire le nombre de fois qu'on veut, on échoue, c'est pas grave, on se réinscrit. Mais pour les examens d'entrée à l'ENM et au Précapa, il y a une limite de 3 fois pour passer le concours. Ça, on ne l'a pas dit, c'est-à-dire qu'au bout de la 3e fois, si on le rate, c'est terminé. On devra choisir une autre orientation. Si je ne me suis pas trompée, si ça n'a pas eu une évolution. Oui. Voilà, c'est ça. Après, au pire, la solution qui nous reste, ce serait de passer greffier et ensuite concours interne de directeur des greffes, concours interne la passerelle qu'on peut avoir pour arriver à être magistrat. Oui. Concernant un engagement qu'on pourrait prendre aussi quand on est à l'université, c'est de participer aux activités de la clinique du droit. Normalement, toutes les facultés ont une clinique du droit, donc c'est une organisation avec les professeurs et les étudiants. Ils conseillent, ils donnent des conseils juridiques, ils donnent aussi donc peut-être des recommandations avec des avocats, etc. Ça peut être une idée. Si on ne trouve pas d'opportunité, il ne faut pas s'arrêter à un non, il faut continuer à postuler. Il y a aussi les associations qui recrutent,
voilà, qui ouvre la porte aux bénévoles. Donc, il faut donner de son temps aussi, temps qui est compté quand on est étudiant, mais qui peut être tout à fait bénéfique à côté de son diplôme. Clairement, on prend en compte, moi je les prends en compte dans les demandes. Merci. Quand j'ai une demande de stage, je prends en compte le CV avec tout ce qui est à côté. Je vois si l'étudiant s'est bougé, s'est mobilisé, s'il a travaillé comme caissier ou tout ça, ça compte. Moi, je prends en compte. Je vois que le jeune, il a envie, il a la niaque, il bosse, il s'arrache, il a besoin de vivre. Si je vois un étudiant parfait qui n'a jamais rien fait de sa vie, si ce n'est un peu les études moyennement, clairement, ça marchera beaucoup moins bien que quelqu'un qui s'est arraché, même si ce n'est pas en lien avec le droit d'ailleurs. On voit que la personne a envie d'avancer. Ça, c'est très important. Très, très important. N'hésitez pas aussi à demander, par exemple, quand vous êtes en première année ou en deuxième année de droit, ne demandez pas nécessairement à faire un stage comme magistrat, parce que ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais par contre, vous pouvez demander de faire un stage auprès des greffes. Et là, on a tendance à accepter plus facilement. Et comme ce jeune homme, d'ailleurs, qui fait vacataire, parce que là, c'est plus facile de vous prendre en stage. Vous allez commencer par faire quelques photocopies. J'en fais aussi de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose de honteux, mais de commencer à la base. Et en même temps, vous aurez une approche. Vous rencontrerez les magistrats, vous les verrez. Là, on a pris, il y a quelques temps, l'année dernière, on a pris en stage une étudiante de première année. Elle a fait, ou deuxième année, elle a fait d'abord un stage greffe pendant un mois. Ça s'est très bien passé. Elle était très volontaire. Elle veut être greffier d'ailleurs. Cette année, elle a demandé à faire un stage magistrat. Eh bien, tout de suite, les collègues ont dit « Ah oui, elle est super » et ils l'ont prise. On l'a prise. Et là, elle a vu un autre aspect. Mais il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de… des fois, il vaut mieux rentrer un peu plus bas. Sachez aussi que si vous faites remarquer, comme les étudiants du lauréat du concours, eh bien, ces étudiants-là, certains ont pu faire un stage aussi auprès de la gendarmerie, des services d'enquête et auprès de la police, puisque j'ai mobilisé cette année le général de gendarmerie et le directeur de la police, et que les deux m'ont dit OK, on offre des stages aux lauréats. Vous voyez, donc comme quoi tout est possible, mais il faut montrer une volonté, un investissement. Classe préparatoire, grandes écoles, BL, c'est quoi BL? Parce que je ne connais plus les sigles. Hein? BL, qu'est-ce que c'est? CPGE, ça, classe préparatoire, grandes écoles, mais BL, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que sur littéraire, ah d'accord. Oui. Alors, oui, alors tout dépend, parce qu'il faut que ce soit reconnu Bac+2. Et alors, je ne sais pas si les CPGE BL sont reconnus Bac+2. Mon fils qui avait fait prépa, maths sup, maths spé, bio, pour être veto, il était reconnu Bac+2. Et donc, s'il avait eu… Et alors, c'est Bac+2 ? J'ai une amie, elle a fait la première année des grandes écoles. Et ensuite, elle s'est réorientée vers la fac de droit et elle est passée en deuxième année directement. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas nécessairement une équivalence complète. Peut-être en deuxième année, si vous avez fait 2 ans de prépa, vous pouvez peut-être aller en deuxième année de licence. Pas sûr que vous puissiez aller en troisième année, sauf à passer peut-être 1 ou 2 épreuves complémentaires. Mais je n'en suis pas certain. Ça, je ne peux pas vous dire. Il faudrait qu'il pose la question à la fac de droit. Mais on a sauté la question de professeur de droit. Ah oui. Parce que c'est intéressant ça aussi. Mais ça, on ne sait pas. D'accord. Alors, professeur de droit. Professeur oui. de droit. Oui. Alors, tout dépend du métier. Si vous êtes magistrat, vous avez une équivalence, effectivement. Vous pouvez être automatiquement, même avec un bac+4 ou 5, vous pouvez être professeur associé à l'université, comme un professeur agrégé. Vous pouvez être professeur associé. Vous pouvez également automatiquement être chargé de cours, même pas de travaux dirigés, de cours à l'université, parce que magistrat est la plus haute fonction juridique, l'équivalent, comme les professeurs agrégés. Donc, c'est la même chose, au même titre que chez nous, entre des professeurs agrégés. Il y en a quelques-uns. Et donc, c'est possible. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans à l'université, alors que j'ai juste une maîtrise. Mais j'ai enseigné à l'université. Et je fais partie du conseil de faculté également. En fait, c'est l'équivalent. Après, les avocats n'ont pas cette équivalence. Les avocats doivent avoir un Master 2 et après, certains sont chargés de travaux dirigés, chargés de cours, mais il n'y a pas la même équivalence. Et après, chez les greffiers ou les directeurs de greffe, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est effectivement pour les magistrats, vous avez l'équivalent.
Après, la différence, ça va être le maître de conférence aussi. Maître de conférence, c'est le niveau en dessous. Hein. Mais nous, c'est pas maître de conférence, c'est professeur. Donc, c'est le niveau au-dessus. Mais bon, y a-t-il des aides financières durant ce cycle? Oui, il y a des bourses possibles quand on est étudiant. Et après, c'est sous condition de ressources. Oui. Et puis, lorsque vous êtes auditeur de justice ou élève greffier, ou comme on vous disait, là, vous êtes rémunéré. Hein. Si on souhaite exercer le métier de criminologue, doit-on passer un examen ou un concours? Je voulais faire ça. Alors. Alors, moi, j'avais fait un master 1 droit privé et sciences criminelles parce que criminologue m'intéressait. Et ensuite, plus tard, psychocriminologue m'intéressait. Mais pour être psychocriminologue, il faut privilégier plus la licence en psychologie. Et ensuite, le master, faire un master psychocriminologie. Donc, pour être criminologue, c'est pas tellement reconnu en France comme métier. Voilà. Alors, il y a une faculté au Canada et en Belgique aussi. Je me suis renseignée à ce moment-là, c'était Laval, je crois. Et au Canada, je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si c'était Québec, mais non, je n'ai pas l'impression. Donc là où c'est un peu plus populaire, on va dire. Voilà. Alors moi, j'ai failli dire, mais je ne suis pas gentil. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne suis pas gentil, c'est un peu de la provocation. C'est-à-dire que criminologue, c'est très bien, c'est de la recherche, voilà, mais ça ne nourrit pas. Moi, mon fils, au début, voulait être sociologue pour les animaux. C'est appelé éco-éthologue, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on étudie le comportement des animaux dans leur milieu naturel. La première question que je lui ai posée, c'est qui va te payer? Effectivement, les animaux sauvages ne payent pas beaucoup. Et en réalité, à part un poste tous les 2 ans à l'université, et puis de temps en temps dans une association à toucher 800 € par mois, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Faites quand même une thèse. Hein. Vous êtes, voilà. Je crois que criminologue, c'est à peu près la même chose. Soit vous enseignez à l'université la criminologie, ce qui est très bien, et vous savez que l'université paye énormément ses maîtres de conférences et ses chercheurs, mais vraiment à des niveaux incroyables en France. Soit il n'y a pas grand-chose comme débouché. Des criminologues, en fait, sont plus souvent des gendarmes ou des policiers qui ont des formations en criminologie et qui sont techniciens sur tout ce qui est des regroupements entre les affaires pour essayer d'identifier s'il y a des points communs, etc. Ça, c'est de la criminologie. Mais ils sont diplômés, mais ils sont d'abord policiers ou gendarmes. Et hélas, ici, en France, c'est peu reconnu et c'est très mal reconnu et donc très mal payé. Et en plus, les criminologues n'interviennent pas dans les enquêtes, en fait. Pas du tout. Ils interviennent plutôt à titre d'étude. Donc, c'est plutôt des enseignants. Et puis, éventuellement, on peut les consulter, ces enseignants, dans des affaires. Un avocat peut, un gros cabinet, dire « je vais prendre un criminologue hein, », mais c'est plutôt a posteriori. Et voilà, c'est ça, c'est la réflexion. C'est plus de l'enseignement, en fait, en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est différent, hein, Canada, États-Unis. Mais nous, en France, c'est très peu reconnu. Ce sont des missions. Concernant la criminologie, l'Université de La Réunion propose d'aller à l'Université de Laval pour pouvoir effectuer donc un master ou une licence criminologie. Moi, j'avais postulé pour y aller et j'ai été acceptée, donc tout est possible. Je ne suis pas allée finalement parce que j'avais d'autres opportunités, mais il faut y penser dès le début, je pense, parce que j'avais postulé, enfin, j'avais candidaté en 3e année. Donc, il faut avoir quand même des notes qui suivent derrière, avoir aussi un professeur qui nous recommande. Donc, du coup, il faut y penser dès le début d'année si on veut soit aller donc, en Erasmus ou à l'étranger. On peut même aller en Asie. Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup parce que nous allons peut-être clôturer. Merci beaucoup de votre... Merci à tous, à tous qui nous avez suivis.
Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, j'étais très proche du magistrat avec mon ancien métier comme officier de gendarmerie et dans des sections de recherche. Donc, on était très souvent ensemble. Sur la Donc, criminologie, vous êtes d'accord avec nous? absolument. Mais on peut passer en tant qu'officier de gendarmerie, on peut passer les diplômes, mais il n'y a pas d'examen spécifique. Ça aide, mais l'école des officiers de gendarmerie est très, très bien justement pour nous former là-dessus, ainsi que toute la technique au niveau de... Voilà. Bon, ben là, c'est un autre métier. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Allez. C'est moi qui vous remercie parce que